Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Bibouda. On est ravis de vous retrouver, on est en grande joie de passer cette soirée avec vous autour de la science contemplative. Voilà, un sujet mêlant les interactions entre, qui explore en fait les interactions entre la méditation, la contemplation, les neurosciences. Donc, ce sont des vastes sujets à explorer ce soir. Et ça sera avec Dat Fan ce soir qui va nous éclairer de toutes ses expériences, ses études, ses recherches sur ce sujet depuis de nombreuses années. Bonsoir Dat. Bonsoir Mathilde, bonsoir tout le monde. On est très heureux de te retrouver, Dat. Ça va être une très belle soirée qu'on va passer tous ensemble autour de cette contemplation. Coucou à vous, on vous voit à vous connecter, arriver tranquillement. Coucou à vous, c'est un plaisir de vous voir. Je vois des connexions de Bruxelles. Coucou Catherine, coucou Rita, Isabelle, Didier. Coucou à tous, Daniel, Sylvie, Isabelle. Je vois Collioure, la Côte d'Or, Gap, Toulouse. Coucou, c'est un plaisir. Édouard de Floride, bah, c'est magnifique. Donc c'est l'après-midi pour vous. Coucou. Hello from America. Bah oui. Mais en tout cas, voilà, installez-vous tranquillement, confortablement. Prenez, voilà, peut-être une petite boisson, une infusion, voilà, comme date ou j'ai la mienne qui est à côté aussi. En tout cas, voilà, installez-vous confortablement. Merci encore pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous portez à ce sujet parce que il mérite de l'attention. Ça fait toujours du bien et c'est toujours bénéfique de prendre soin de son esprit. C'est ça que tu vas nous expliquer un petit peu et mieux le comprendre. C'est certainement voilà toutes ces notions qui vont éclore ce soir au travers de ce que tu vas nous partager. Coucou Exact. Marie-Odile, coucou Lynn, coucou tout le monde. Alors Date, tu vas nous amener ce soir dans cet univers de la pleine conscience. Euh, Au travers donc de la compréhension, mais aussi de l'expérimentation. Je crois que tu vas nous faire un petit peu pratiquer, mais tu ne m'en as pas dit plus. Donc voilà, ça sera un petit peu la surprise pour nous tous ce soir. Mais voilà, ça sera de la théorie et à la fois de la pratique pour bien ancrer ces différentes étapes, on va le voir, liées à cette pleine conscience. Alors je le Oui. rappelle. Moi, pardon, vas-y, allez, vas-y, date. Je t'en prie. Oui, merci Mathilde. Je sais juste pour parce qu'on va vraiment entrer dans les choses très passionnantes liées à la pleine conscience, les trois vagues de la pleine conscience, la neuroscience, la science contemplative. Et je sais que peut-être tout le monde attend la chose qui va venir. Mais ce que je vous propose, c'est un petit moment pour arriver ensemble. Euh, on est passé, peut-être la plupart de nous, dans le côté de l'Europe, une journée bien pleine. Et peut-être d'autres parties du monde, vous avez passé déjà une partie de journée parce qu'on est tous là. Donc souvent, quand on arrive dans un lieu, on porte de bagages, si vous voulez, des tensions dans notre cœur, dans notre esprit. Et on est dans cette anticipation de savoir qu'est-ce que va être exploré aussi. Mais je vous propose juste un moment où on va juste, la première étape de la pleine conscience, c'est juste réunir notre corps et l'esprit ensemble et d'être ensemble avec la même intention, la même ouverture. Donc, pour le faire ça, je vous propose juste de mettre une posture confortable pour vous. C'est pas forcément une posture de méditation, mais comment vous pouvez juste rester attentif et relax en même temps. Vous pouvez fermer vos yeux si vous souhaitez. Là, c'est le demi-clos. Juste déjà sentir un peu le corps qui se détend, peut-être après une longue journée, différentes tensions qui se relâchent. Et je nous invite pour vraiment unifier notre corps et l'esprit, cette son de la cloche, qui est comme un outil qui nous ramène dans l'instant présent, une simple écoute. Donc, je peux prendre le temps d'accueillir le son qui m'entoure. Simplement laisser le son entrer et partir de votre conscience.
Et dans un esprit de douceur, de bienveillante, je vous invite à tourner cette attention 180 degrés, cette conscience à votre expérience de votre corps, comme vous voulez trouver dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire le contact de votre pied au sol, bassin aux chaises, dos aux chaises aussi. On peut prendre quelques inspires, expires lentes et profonds. Si ça nous aide à vraiment entrer dans l'ici et maintenant. Voilà, ça prend pas trop de l'effort, juste une simple reconnaissance, ce qu'il a. Donc on est entre détente et l'attention, fermeture mais souplesse, fermeté mais souplesse. Et je vous invite à entrer en contact avec votre souffle, qui est aussi là dans l'instant présent. Ce souffle qui nous tient en vie, qui nous aide à prendre l'oxygène et relâcher la tension. Voilà, comme une lumière qui s'allume dans une chambre noire. On allume notre conscience de l'intérieur. Et ensuite, on peut juste connecter au niveau de notre cœur pour ensuite juste poser une simple question. Qu'est-ce qui est important pour moi dans cet instant? Et cet instant, c'est pour explorer l'ère de la science contemplative ensemble. Et à la sonde de cloche, on va sortir de cette petite pratique de notre propre manière. Voilà, on peut réouvrir les yeux et juste réactiver notre corps, notre esprit et voir peut-être comment ça a changé un peu déjà notre perception de la réalité. N'hésitez pas à nous partager dans le chat dans quel état vous vous sentez après ce petit exercice. Merci pour cette surprise d'avoir démarré ce webinaire en nous déposant comme ça dans ce joli écrin pour voilà, nous préparer, nous mettre dans l'instant présent pour être complètement attentif à ce que tu vas nous partager ce soir. Il y a encore deux surprises et on va voir au fur et à mesure, et ouvrir le cadeau au fur et à mesure. Mais formidable. On peut pas être de toute façon dissocier expérience de théorie, d'enseignement. Donc c'est bien que tu nous fasses expérimenter et pratiquer comme ça tout au long. Merci à toi. Nathalie te remercie pour cet joli exercice que tu nous as proposé en démarrant au son de la cloche. Oui, je pense que c'est une très très bonne manière d'être ensemble, Ouais. vu qu'on est dans des lieux différents, des temps différents, mais ce qui nous lie, c'est vraiment l'instant présent, mais il faut être là. Et maintenant qu'on est là, c'est un certain, maintenant un cadeau qu'on s'offre à les autres. Exactement. Exactement. Avant on entre plus en profondeur dans ce sujet de la science contemplative, je voulais rappeler à nos abonnés ce soir qui voilà, ont certainement déjà vu sur Bibouda, mais voilà, je voulais rappeler que tu es un ancien moine bouddhiste ordonné par le maître zen Thich Nhat Hanh en 98, que tu as vécu une dizaine d'années dans le village, le fameux village des pruniers qui a été fondé par Thich Nhat Hanh en 82. Depuis 2008, tu consacres toute ton énergie, tout ton travail à porter cette pleine conscience dans des domaines un peu différents, des domaines de société. On peut
penser, on peut nommer les affaires, l'éducation, aussi la santé. Tu travailles d'ailleurs en étroite collaboration avec des scientifiques, des médecins, des psychothérapeutes, des chefs d'entreprise aussi, des enseignants, pour les sensibiliser sur ce sujet, sur cette thématique de la science contemplative. Tu es l'auteur de 2 livres, La quête de Monsieur Dubois, un voyage de la pleine conscience, et Tel quel, Contemplation et confession. Et puis, évidemment, tu es le cofondateur des Cèdres Bleus en Haute-Loire, qui est un lieu de centre, un lieu et un centre du vivre l'art de la pleine conscience dans la tradition des villages des pruniers dans lesquels tu as vécu. Oui, oui, c'est ça. J'ai cette chance de vivre à côté de mon maître en tant que moine et aussi parmi les premiers disciples de mon maître aussi. Donc, je me sens une grande chance et une grande, des fois, pas une responsabilité, mais une envie, un désir de partager ce qui était transmis, pas seulement au niveau conceptuel, mais aussi son amour, son compassion et son œuvre pour la paix dans le monde. Donc, on est juste une certaine extension de le village, mais on essaie de vraiment maintenant d'œuvrer ça dans une manière, voilà, dans la terre de la France, pour l'instant. Maintenant, on a une communauté en ligne qui est internationale. Donc, c'est vraiment une certaine continuation qui nous fait vraiment, voilà, très cher pour nous. Oui. En tout cas, tu lui rends hommage de la meilleure des manières à travers tout ton travail et tout ce que tu proposes. Alors Nathalie te remercie, Nicole te remercie pour cette soirée, Rita qui te dit qu'elle ressent du calme et une présence, effectivement, Marion qui est ravie de te retrouver ici, et Bernadette qui a sursauté au son de la cloche. Alors Bernadette, essayez de vous habituer parce que peut-être que cette cloche va revenir, donc ne soyez pas surprises pour les prochaines fois. Donc, Date, je te propose de démarrer plus en détail sur cette thématique des sciences contemplatives. Alors, tout d'abord, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition, ta vision de ce qu'est la contemplation, la science contemplative, s'il te plaît. Oui, oui, avant de vous partager ça aussi, c'est vraiment un concept qui est très nouveau, qui est lié à la neuroscience, parce que depuis 1966 jusqu'à 2023, il y a 23 000 publications sur la pleine conscience identifiées sur le site de PubMed, c'est le plus grand site de recherche international, de peer evaluation, on dit. Et depuis 2006, ce chiffre, il commençait de monter en façon, on dit exponentiellement. Donc, la plupart de ces publications, c'est lié à la psychologie, à la psychiatrie aussi. On peut dire même 20%. Mais la science contemplative est actuellement définie comme la capacité métacognitive d'autorégulation et d'entraînement de l'esprit pour favoriser l'épanouissement humain. Donc, il inclut la pratique comme la pleine conscience, mais comme d'autres, comme le yoga, le mantra, la respiration, comme par exemple la cohérence cardiaque, de différentes façons de guérir à travers le corps, comme le tai chi, le qigong, toute cette méthode ancestrale qui est au début considérée comme quelque chose très loin de la science, qui est maintenant que le scientifique s'intéresse de façon très ouverte parce qu'il y a des résultats. Quelques pionniers dans ce domaine, c'est, je pense, pour vraiment donner une reconnaissance, c'est Jung, le psychologue Jung, Carl Jung, qui était vraiment un pionnier parce que il a un peu exploré ce domaine dans une époque où c'était pas trop considéré quelque chose de, voilà, crédible. Et un autre philosophe américain, Ken Wilber, qui donne une certaine vision intégrale de la chose. Donc, je voulais faire reconnaissance à ces gens-là. Mais aujourd'hui, il est dans différentes universités dans le monde. Quelques-unes, c'est par exemple la Brown University,
qui est sorti des études très intéressantes. Providence, Université de San Diego, Naropa, au Colorado, Mary Washington, Fredericksburg, Ottawa, en Canada, Melbourne, en Australie. Le seul qui existe actuellement en Europe, c'est à Zaragoza, où je travaille main en main, où je vais à la semaine prochaine, par exemple, pour donner des stages à des gens qui sont dans ces cours de diplômés là-bas. Hein. Et c'est une forme de... Parce qu'avant, on n'avait pas des instruments pour mesurer la conscience ou l'esprit ou le corps humain. Et au fur et à mesure avec la technologie et la méthode scientifique, qu'on dit, on peut vraiment voir que, par exemple, il y a une certaine corrélation avec la contemplation. Moi, je viens de la contemplation bouddhiste, mais en même temps, j'ai vécu des ashrams avant que je témoigne aussi. Donc, j'ai un grand respect pour toute tradition contemplative, quelle que soit, parce qu'ils cherchent un peu la même vision de la réalité, qui est pas une réalité qui est discriminée, coupée, qui est liée à un peu le conflit, mais c'est un certain regard qui est unifié, le regard de l'homme, la réalité. Donc, ils ont réalisé, en fait, la méthode contemplative, on fait la même chose, on a la même rigueur, comment on va étudier le corps humain, mais c'est par biais de la méditation, l'entraînement mental et émotionnel. Et c'est là que les deux mondes se réunissent. Quelques pionniers dans ce domaine de la science contemplative. Encore, c'est Herbert Benson de Harvard University dans les années 60. Il a créé le Mind and Body Institute là-bas, où il a parlé de la relaxation effect, l'effet relaxation, où il avait étudié des yogis qui arrivaient de vraiment monter la température. Il a vu, il a un certain pouvoir de l'esprit. Par exemple, il avait une étude très drôle où il a demandé les élèves avec un thermomètre, après qu'il a vu le yogi pour changer la température de le corps, mais dans une façon très extrême, hein. Il a demandé juste quelques élèves dans son cours avec un thermomètre de monter par le pouvoir de votre esprit la température de votre corps. Et après 2 semaines, ils ont réussi, tous les élèves, pour montrer quelques degrés le corps humain, juste avec le pouvoir de l'esprit. On s'appelle ça, maintenant on sait que c'est la neuroplasticité, qui est beaucoup utilisée dans la science contemplative avec le EEG, électrocéphalogramme, et le fMRI, le FIME, le scanner. Et en fait, il avait une fille dont une fille dont la classe, c'est très drôle parce que elle n'arrive pas de monter sa température, mais elle a baissé son température. Elle dit, ça marche pas pour moi. Et Benson, il rigole, il dit, ça marche pour vous aussi, mais vous arrivez de faire descendre. Donc, parce qu'elle était plutôt pessimiste dans cette regard. Hein. Mais ça, c'est un peu l'histoire de Herbert Benson, mais plus récemment aussi, ce qui me touche, par exemple, à Harvard, ils viennent d'ouvrir le centre de l'Institut de Thich Nhat Hanh, À de la Harvard. pleine conscience, oui, pour la santé publique. C'était récemment ouvert en avril sur un don de 55 millions d'euros. Maintenant, pour viser la pleine conscience pour la santé publique, parce que on voit que la manière qu'on mange, on va voir plus tard qu'il y a plusieurs façons de pratiquer la pleine conscience. Et c'est en mangeant en pleine conscience aussi. Mais si tu veux, ça, c'est un peu brièvement un peu la définition de la science contemplative, c'est où se demande la science, ou la neuroscience, réunie main en main avec le yogi, le contemplatif,
Mhm. pour travailler ensemble pour la première fois dans l'histoire de l'homme. Oui. Ouais. Donc, c'est pour ça on dit ça, c'est la première ère de la science contemplative. Mhm. Non, mais c'est intéressant que tu nous réexpliques ce lien, du coup, ce lien fort là, c'est assez nouveau, entre la science contemplative et la science. Et donc ça, c'est assez novateur. Tu parlais précisément de pleine conscience en mangeant. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait intégrer, s'engager dans la pleine conscience dans le quotidien? Donc, pour la pleine conscience, pour comprendre, maintenant, il y a trois vagues. Euh, la première, comment? C'est d'abord de s'entraîner l'esprit, de sortir de le mode par le défaut. Ah, On a un mode par le défaut, ça c'est le troisième euh, mode de notre cerveau. On a le premier mode, c'est le Central Executive Network. C'est le réseau qui fait la décision. Oui, je peux bouger ma main grâce à ce réseau. On a le réseau de Salience Network. C'est le réseau de le stress, de protection du cœur. Et cette mode par le défaut, c'est tout nouveau parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, il y a une autre étude qui vient de Harvard par des chercheuses qui dit que a wandering mind is an unhappy mind. Un esprit qui se disperse est un esprit malheureux. Et on s'est rendu compte que il a une histoire taoïste qui est très bien, qui résume cette première, comme ça on peut comprendre. Il y a un garçon qui est chassé par un tigre. Et ce garçon, il court bien sûr de ce tigre qui est en train de chasser. Et ce garçon, il arrive à un bout, une falaise très profond. Et sur cette falaise, il y a un autre tigre qui l'attend en bas. Et ce qu'il fait, le garçon, il voit une vigne qui entre les deux tigres, il descend la falaise dans cette vigne. Il se tient. Et dans la tradition zen, on dit, qu'est-ce qu'il fait le garçon dans cet instant-là? Voilà, ça, c'est le moment de suspense. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il revient en arrière ou il va en avant? Et c'est assez radical dans ce moment, le garçon. Une autre chose, il avait encore deux souris qui viennent, une souris noire et blanche, qui commencent de manger sur la vigne. Dans la question, dans cette koan classique, de qu'est-ce qu'il fait le garçon? Et le garçon, dans cet instant-là, il fait quelque chose de très radical. Il mange, il voit une fraise sauvage, il mange. Et cette histoire, le tigre, il symbolise le passé. Le tigre au-dessus. Le tigre en bas, il symbolise le futur. On est tous de prisonniers de le passé et le futur. Et les deux souris, c'est le noir et blanc. C'est cette image de yin et yang, de deux polarités, le dualisme qui existe dans le monde, le gagne, la perte, l'amour, la haine, le succès, les échecs. Et on est tous tiraillés par ce monde. Et ce garçon, il avait cet acte très radical pour prendre la cerise pour manger. Et on s'appelle ça l'entraînement de l'esprit de rester présent avec ce qui est là. Oui, ce qui est là, c'est un monde de merveille. On dit ce qui est là, c'est le ciel bleu, c'est le nuage blanc, c'est notre bien-aimé, c'est notre vie, notre santé aussi. Il y a tellement de merveilles si on peut s'ouvrir nos yeux, on peut s'arrêter un peu. Et il appartient à cette première vague. Je vais vous montrer la première vague, comme ça vous pouvez comprendre Alors mieux. voilà, tu nous as expliqué un petit peu comment on peut déjà l'introduire dans le quotidien. C'était déjà Oui, des pistes à nous explorer. Et effectivement, tu parlais de première vague. Alors, je vais nous diminuer aussi un peu. Tu parlais de première vague. Effectivement, la nouvelle ère de la contemplation, elle a été amenée en plusieurs étapes, en plusieurs vagues. Euh, et donc, effectivement, tu vas nous partager. Voilà. oui, Est-ce que tu peux agrandir un tout petit peu ton écran, encore un peu ou pas? ça c'est
Non, 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 Max, non, non. Ah, c'est au max? D'accord, ok. Bon, bah alors écoute, j'espère que vous y voyez bien. Je nous diminue encore un peu, comme ça. Ah non, ça va, on cache pas. Vas-y, je te laisse. Non, tu non, non, peux essayer, on va essayer, hein? Au revoir. on expérimente ensemble là ce soir, hein. OK, Hop, alors, je nous ça c'est diminue. au max. Je suis au max. On t'écoute par rapport à ces trois vagues. Effectivement, c'est plus clair avec ton tableau. Ouais, sinon, jamais on vous envoie dans la post-classe. Mais il a cette première vague qui est venue dans les années 80 et il est vraiment lié à cette contrôle attentionnel, comme la question que tu viens de me poser. Comment on peut faire ça? C'est on s'entraîne l'esprit de rester présent. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire avec la méditation guidée, méditation assise, la marche en pleine conscience. Et cette vague, il est lié, beaucoup des études, 95% est lié à cette première vague. Son fonction, c'est de réduire le stress. Il y a différents protocoles qui font ça maintenant, le MBSR, différents protocoles. MBSR, ça veut dire Mindfulness-Based Stress Reduction. La relaxation affecte l'effet de relaxation, les différentes applications, les différentes formes de neurofeedback en forme très basique. Et il a des notions très importantes de comprendre quand on s'entraîne, parce que le stress, il produit par notre pensée. Le stress, par exemple, on n'est plus en danger. Les anciens stress, c'est bon parce qu'on échappe le danger physique, par exemple l'homme préhistorique. Mais maintenant, beaucoup de nos stress, c'est le souci, l'anticipation de demain ou le regret de le futur. Et dans ces études-là, par exemple, il peut voir qu'il a des expériences fusionnelles avec nos émotions qui nous empêchent d'être présents. On est pris par on dit la amygdale aussi, le Mhm. fight, flight, freeze mechanism, le mécanisme de fuite, combat ou de rien faire. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette mode de pratique? On est en l'autorégulation du corps. Et on sort de cette mode par le défaut. Tu veux remettre le diapositive? Bon, en tout cas, ça Oui. fonctionnait quand tu l'enlèves. Donc, je vais essayer de Marie-Chantal, sortir de cet écran pour est-ce que revenir. tu peux OK. voir? Nous, on te voit bien à l'écran. OK. Donc, ça, c'est la première vague. C'est comment faire. D'abord, c'est comment on dit diriger. Souvent, vous êtes en mode par le défaut quand vous avez l'habitude de faire quelque chose. C'est une sorte de pilote automatique. Oui. Et dans la psychologie bouddhiste, on dit que c'est notre énergie d'habitude aussi. On est poussé des fois par nos ancêtres. Oui, nos ancêtres ont bien couru par le danger. Et c'est comme nous, on n'est pas encore s'arrêter. Et ça nous laisse un certain état d'épuisement. Christian Bobin, un poète français qui vient de décéder début de mois, l'un de mes poètes préférés, il a dit à quoi reconnaît-on les gens fatigués, à ceux qui font des choses sans arrêt, à ce qui rend impossible l'entrée en eux de repos, d'un silence, d'un amour. Les gens fatigués font des affaires, bâtissent des maisons, suivent une carrière. C'est pour fuir la fatigue qu'ils font toutes ces choses. Et c'est en le fuyant, ils se soumettent. Le temps manque à leur temps. Ce qu'ils font de plus en plus, ils font de moins en moins. La vie manque à leur vie. Ça veut dire on a un rendez-vous avec l'instant présent. Parce que la vie se trouve seulement dans l'instant présent. Mais si vous loupez votre rendez-vous avec l'instant présent, vous loupez votre rendez-vous avec la vie. Dans cette première vague, il nous mettent dans l'instant présent. Pour résumer. C'est déjà une première étape très forte. Et c'est celle qui est la plus connue et qui a le plus été mise en avant et étudiée. Mais elle peut être approfondie, elle peut aller plus loin, plus haut. Ah, il y a Christine qui demande est-ce que vous pouvez remettre les vagues. Mais en fait, on y vient parce que là, Date nous a expliqué la première vague, donc de l'instant présent. C'était très juste, il était très très beau le poème que tu nous as partagé de Christian Bobin, qui nous a quittés oui, en début d'année. Et donc, on arrive dans une seconde vague.
Oui. On avance dans le chemin. Donc, Est-ce que avec tous ces méditants qui commencent à méditer partout dans le monde, dernier chiffre en France, il y a presque 10 millions de personnes qui souscrivent dans toutes ces applications de méditation maintenant. Des fois gratuits, des fois payants, mais ça montre un besoin fondamental de la société d'avoir plus de sérénité, Mm, de temps de pause. mm. Et en fait, maintenant, la deuxième vague, il émerge, on va regarder ensemble. La diapositive revient. Elles sont très très bien faites. Oui, donc, on va regarder celle-ci. On se rend compte avec le méditant qui médite. Le deuxième vague, il est venu en 2005 aux États-Unis avec la psychologie positive parce qu'au lieu d'étudier les souffrances, la chercheuse et le psychologue s'intéressent à ce qui est un esprit sain. Donc, ça a beaucoup changé la science depuis 2000 dans ce domaine. Avant, on étudie la science et la psychologie était là pour résoudre la souffrance, si vous voulez. Oui. Et là, on voit le différents potentiels de l'homme. Et quand les gens méditent, un moment, un autre, il veut produire d'autres, on dit, émotions, états, qui est lié à la bienveillance, la compassion, la guérison aussi de la passé. Et des fois, notre pratique, il bute aussi. On n'avance pas. On s'appelle ça la vague qui est venue en Europe en 2015, d'ailleurs. C'est tout neuf. De la vague constructive. Parce que dans cette méditation constructive, on va être introduit de différents concepts comme l'autocompassion pour la première fois, Mhm. la bienveillance. ACT, c'est la Acceptance Commitment Therapy. Accepter, l'acceptation radicale. CMS, Compassionate Mind Foundation, au Paul Gilbert. De valeurs, de motivation, éthique aussi. Donc, il y a beaucoup de questions qui viennent parce qu'on ne peut pas juste méditer et c'est tout. Oui, parce que la méditation, maintenant, il produit différents, on dit, valeurs, des émotions positives, une affirmation de soi. Et cette partie est très importante parce que pour la première fois dans notre société, on commence à comprendre nos émotions. Oui, nos émotions, c'est le domaine le plus difficile dans le rapport humain avec les uns Oui, les autres, avec nous-mêmes. Par exemple, il a des émotions en nous, en, en vivre sans souci, sans problème. Le bonheur, la joie, tout le monde va vivre. Mais comment on vit la tristesse, la dépression, oui, la jalousie. Et avant, parce qu'on avait cet ego qui trie beaucoup de choses, qui dit ça c'est bon, c'est pas bon, je préfère ça, je préfère ça. On met beaucoup les choses sur le moquette, si vous voulez, notre inconscient. Individuellement et culturellement, on a des émotions. C'est bien pour vivre, d'autres que c'est mauvais. Donc, il faut que je le cache à tout prix. Oui. Et chacun de nous, on sait quelle émotion nous on filtre. Mais dans le travail, dans la pleine conscience, c'est d'apprendre à accueillir, accepter toutes nos émotions. Et ça, c'est très, très radical. Parce que pour la première fois, ce sens de l'amour de soi, il émerge. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des émotions? Je suis fâché, je peux être fâché contre moi. Je peux avoir une haine contre moi aussi. Si je suis déprimé, je pense peut-être que je suis une mauvaise personne. Et là, c'est là que le différent énergie dans la psychologie bouddhiste, on s'appelle ça des énergies, parce qu'on génère ces énergies. On dit que c'est des énergies aussi illimitées, de la compassion et de la bienveillance. Que, on peut faire un petit essai, si vous voulez.
pour Mais voir. oui, Parce que même si volontiers. maintenant on n'est pas, voilà, peut-être des émotions négatives, on va faire juste une méditation très courte, très simple sur l'autocompassion. Et on peut voir qu'est-ce que ça donne en nous dans ce petit cours du temps. Oui. Mm. Donc, je vous invite encore de juste vous mettre dans une posture confortable. Vous pouvez fermer vos yeux, vous le souhaitez, et il y aura un son de la cloche que vous pouvez accueillir pleinement pour entrer dans cette petite micro-pratique. Donc, premièrement, je vais essayer de encore faire ce retour de l'instant présent en diriger mon attention de la cognition à l'état de ressenti. Qu'est-ce que je ressens dans cet instant? C'est mon corps et ses sensations. C'est aussi ma respiration. Voilà, sans juger, sans contrôler, juste une simple reconnaissance. Donc, on vient de faire la première vague, c'est juste le contrôle attentionnel, de rester présent. Si votre esprit se disperse, c'est OK. Ça, c'est la nature de votre esprit. Encore sans juger, vous pouvez retourner à l'expérience. Encore, ça peut être un son, votre respiration, ou simplement le corps qui se pose. Et maintenant, je vous invite de descendre votre attention au niveau de votre cœur. Ici, c'est le siège de toute notre plus haute émotion, comme l'amour, la compassion, la paix, l'acceptation. Et quand vous placez votre conscience à ce niveau, je vous invite de voir cette partie comme un soleil qui brille. Et ça brille d'abord pour vous, avec quelques phrases qui sortent dans une forme de lumière comme puis-je être heureux, heureuse, en bonne santé, en sécurité. Et vous pouvez laisser cette énergie irriguer tout votre corps, dans chaque cellule. Puis-je être heureux, heureuse, en sécurité, en bonne santé. Et imaginez ce soleil qui brille, qui va se lever. C'est un soleil qui se lève petit à petit. Il va briller sur les gens qu'on aime, notre famille, nos enfants, nos amis, nos parents. On peut leur envoyer ce souhait aussi. Puissiez-vous être heureux, heureuse, en bonne santé, en sécurité. Maman, papa, frère, sœur, amis. Vous pouvez aussi visualiser ces images de cette personne comme si c'était juste devant vous. Il sourit à vous et vous souriez à eux. Et ensuite, vous pouvez laisser les images s'effacer. Prenez un peu de temps pour ressentir votre respiration et sensations. On revient à cette l'autorégulation avec l'inspire, l'expire.
Et encore, je vais inviter un son de la cloche pour sortir de cette petite micro-pratique. Encore, on peut sortir dans une manière qui est juste pour nous. On peut réactiver notre cerveau, notre corps. Et encore, de voir juste quelle est la différence dans mon corps, l'esprit. La discipline de la science contemplative, on s'appelle la génération de le corps-l'esprit. L'approche corps-l'esprit. Après cœur aussi. Merci pour cet exercice. Partagez-nous ce que vous ressentez, les émotions qui ont pu voilà, vous traverser, même si, voilà, comme tu nous l'as dit, cette deuxième vague nous permet de ne pas s'identifier à nos émotions. Euh, Est-ce que la notion d'enfant intérieur se situe au niveau de cette vague? Oui, oui, c'est une très bonne question. Merci. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de la maître Thich Nhat Hanh. Thai, mon maître qui veut dire enseignant en vietnamien. Il a introduit cette notion de l'enfant intérieur parce que dans le monastère, on accueille des milliers de gens chaque année. Le village de Prunier, c'est le centre de méditation le plus visité dans le monde actuel maintenant, qui accueille des gens de presque 50 pays différents en France, au Ténac, mais maintenant il y a d'autres monastères aux États-Unis, en Australie, en Asie qui suivent cette méthode que Thai il a proposée. Ça s'appelle la pratique continue. Hein, c'est la méditation, c'est le quotidien. Et ce travail de l'enfant intérieur, il a vu parce qu'il a vu les méditants qui viennent, mais qui cherchent des expériences qu'on va oublier notre souffrance. Des fois, on peut entrer dans une méthode parce qu'on est dans un déni. La vie est pleine de souffrances, de blessures, et c'est trop, voilà, c'est très dur de regarder le passé parce qu'on n'est pas encore cette compassion en nous. C'est un mot propre. Mais il a vu à tel point les gens veulent méditer pour échapper de souffrance, pour voilà toucher des concepts comme le nirvana. Tout le monde veut aller monter au huitième ciel. Mais il dit, si vous, avant que vous ascendez, il faut que vous descendez. Et j'aime bien cette image, un arbre. Si un arbre veut monter haut dans le ciel, ses racines doivent être aussi profondes. Mais si les racines sont pas profondes, on peut monter et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe si on va monter, hein. Peut-être on va tomber très vite parce qu'il n'a pas de racines. Et même la notion de quelque chose doit donner un certain fruit pour les Mm. autres. Comment Mm. ça? Et on s'est rendu compte, en fait, que il avait beaucoup de guérison et réconciliation à faire avec l'enfant, avec ses parents, le fils avec le père, la mère avec le fils. Tellement de réconciliation entre différents gens, différents peuples aussi, que notre souffrance humaine, personnelle, il se répète jusqu'à on peut le transformer en nous. Et Thay, il a proposé le travail de l'enfant intérieur parce qu'il dit en nous, tout le monde était enfant. Quand Saint-Exupéry, il dit très bien, tous les adultes étaient des enfants, mais la plupart de nous, on est oubliés. C'est comme on a mis cet enfant tellement profond sur notre le tréfonds qu'on n'entend plus peut-être crier pour l'aide. Et des fois dans notre vie, ça se manifeste comme la solitude, le manque de reconnaissance, l'avidité, la fatigue comme le poème de Christian Bobin, de courir, mais à croire qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'avenir qu'on ne peut pas chercher ici? Oui. Et c'est une invitation de retourner pour prendre soin de cet enfant qui est peut-être jamais reconnu quand il était petit, Mm. par ses parents, par sa communauté, avec ses émotions aussi.
Mhm. Beaucoup de nous, on est vite, nos émotions s'atterrent très vite dans notre enfance. Et ça se répète dans notre vie en couple, vie avec les enfants. Et quand on fait ce travail de transformation et guérison, par exemple, je vais vous dire une expérience réelle, hein, parce que après 4 ans dans le monastère, je maîtrisais un peu la première vague. Je peux rester, voilà, dans une posture de méditation. J'ai beaucoup aimé la posture assise. Et un jour, mon maître, il est venu, il a dit, un Bouddha peut s'asseoir plus long que toi. Un statue de Bouddha peut s'asseoir plus long que toi. Et ça m'a posé des questions parce que Plus longtemps? plus Plus reste- longtemps que moi, plus longtemps, D'accord. oui, oui. Parce que j'ai passé beaucoup de temps en méditation assise à l'époque parce que j'ai cru que je vais comprendre toute la vérité et je vais plus souffrir. Et il m'a dit simplement juste une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, est-ce que tu as déjà écrit une lettre à ta maman, à ta papa? Parce que dans le monastère, on a le droit juste de voir notre famille une fois tous les 2 ans, une visite de famille. Et là, j'ai vu que, en fait, l'une de leurs raisons, j'ai parti très loin de ma famille, c'est en fait, d'échapper un peu de la souffrance que j'ai vécue en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, on était des immigrés de la guerre de Vietnam. Il y a beaucoup de traumas dans la famille. C'est quand ça s'appelle le PTSD, Post-Traumatic Stress Syndrome, le syndrome post-traumatique de stress de la guerre. Et j'ai vu à tel point c'était imprégné, c'était transmis à moi, la souffrance de mes parents. Et j'ai vu inconsciemment, c'est pas la raison je suis devenu moine. Je suis devenu moine pour montrer sur mon propre chemin, mais inconsciemment c'était là. Et j'ai vu à tel point que maintenant il faut que je refaire ce travail de réconciliation avec mon père. Et je lui écris une lettre, en fait, de gratitude, de l'amour. J'ai dit, même si je suis loin de vous maintenant, il a rien qui peut vous repayer ma dette de gratitude vis-à-vis de vous, parce que vous avez me donné naissance. Mon père était un grand pilote pendant la guerre de Vietnam aussi. Il a transporté des centaines de gens pour sortir du Vietnam. Et j'ai dit, même si je suis loin, je suis dans le monastère, juste sache que je vous aime, oui. Je fais mon mieux de, voilà, vivre une vie assez, qui est digne de votre amour et toute l'énergie que vous avez investie sur moi. Et Mm. ce travail on dit, cette guérison et réconciliation, Mm. ça commence d'abord avec le papa et la maman en nous, parce que on essaie de retoucher cette partie. Après, on peut tendre la main dès qu'on fait ce travail, parce qu'il ne veut plus de fuite en moi. Il ne veut plus de rejet, de jugement. Et j'étais prêt de rencontrer mon père dans une autre lumière, sur une autre lumière, de la compréhension, de l'amour, de la compassion. Donc, c'est important de cette deuxième vague parce que ça nous aide de faire le travail de guérison, Oui. de réconciliation Mhm. avec nous-mêmes et les autres. Bah, merci beaucoup pour son témoignage. Extrêmement parlant. Je pense qu'il a résonné à différents niveaux auprès de, voilà, de vous ce soir. Merci beaucoup, Date. Je te partage un petit peu les retours que nous avons eus. Merci beaucoup pour vos retours. Il y a Nicole qui nous parle de prendre soin de l'enfant intérieur, qui est un bel ouvrage, un grand calme en moi. Merci, après ta pratique. Claudine qui nous dit merci pour cet instant, plénitude et joie totale. Hélène, je me sens plus calme, plus posée que la première fois. Merci. Patricia qui te remercie aussi. Nicole qui a plus entendu le rossignol derrière toi que tes mots. Ça en dit quelque chose ou elle était malgré tout dans l'instant présent du rossignol? Mais Marion, je vois sa question là. Est-ce que tu pourras nous partager le titre du poème de Christian Brun ou nous l'envoyer, qu'on le partage? Est-ce que c'est possible? Tout à l'heure, tu nous feras ça. Oui, oui. Tu nous le partageras tout à l'heure. Parce que là, du coup, on a encore la troisième vague à voir. Cette troisième vague qui amène
la contemplation. Voilà. Et si vous voulez, le premier vague, c'est la vague, je médite parce que je souffre. C'est la prévention. Oui, c'est le prendre soin et c'est vraiment le corps physique. Oui. Donc ça, la science a démontré, hein, il avait, par exemple, une étude de Brown Université qui voit que la pleine conscience réduit la tension artérielle, ce qui peut prévenir la maladie cardiovasculaire. Donc, des milliers d'études qui montrent au niveau de le corps humain le bénéfice. La deuxième vague, c'est de vraiment accepter toutes nos émotions parce que toutes nos émotions ont une intelligence pour nous, nous montrer, pour nous dire, pour nous guider. Les émotions, ça vient du monde de la mystère. C'est un peu de messagère de ce monde de l'inconnu. Donc, il faut apprendre à accueillir ce messagère et pas trier, comme on fait très souvent. Et la troisième vague, on va voir, parce que c'est une vague qui est nouveau, qui Oui. était peut-être jamais, peut-être dit, partagé jusque maintenant. Et on s'appelle ça le troisième vague, qui est émergé en 2015 aux États-Unis, avec Alors là, différentes études. on voit pas ton diaporama. Et tu nous l'as partagé ou pas? D'accord. Est-ce que Il ça m'a vient? semblé bouger un petit peu, donc j'ai la sensation que tu as voulu nous le partager à l'écran, mais on ne le voit pas. Est-ce que vous voyez maintenant? Non, toujours pas. On va réessayer. Allez, une dernière fois, sinon on va être attentif à ce que tu nous dis Oui, et peut-être que les abonnés ce soir ont pu peut-être prendre des notes ou une photo peut-être de l'écran tout à l'heure. oui. Ça va? Maintenant? Non, on ne voit pas. Alors on va Ah, t'écouter. OK. Bon, le Ah oui, vous troisième voyez? vague. Alors c'est moi. Ah bah alors écoute, merci pour vos retours. On nous dit qu'on voit. Alors écoute, c'est mon écran. Je ne vois pas. On le voit bien. Eh ben alors écoutez, parfait. Parfait. Ça bloque de mon côté, mais merci pour vos retours. Génial, génial. Génial. Merci à tous. Oui. Ce deuxième vague, c'est ajoute cet élément de valeur, de motivation et éthique aussi, qui est très important. Parce que la méditation, c'est une forme de chemin qui nous emmène quelque part. Et la troisième vague en Europe, c'était introduit en 2022 par dans la science de la contemplative, le cher à Zaragoza, par Dr. Javier Garcia Campayo. Mais il a fait cette méta-analyse et il a lié à une vague, on s'appelle déconstructive. Et seulement, par exemple, 75% des études sont faites sur la première vague, 20 sur la deuxième vague, et seulement 5% sur cette troisième vague. Parce que, en fait, c'est dans la tradition contemplative qu'on trouve cette méditation, on dit très profond. On dit, ça nous donne la vision profonde. On s'appelle différentes pratiques qui nous aident. Par exemple, dans la zen, on dit shikantaza, juste s'asseoir, on cherche rien. C'est la méditation, en fait. Il a plus l'effort de la volonté. Le dzogchen dans la tradition tibétaine, le mahamudra. La tradition zen aussi, on a le koan, les différents questionnements qui nous aident. Et tout le monde connaît un peu le code de Vipassana. Ça veut dire la vision pénétrante, insight meditation, qui applique à ce niveau profond. Et dans la tradition hindoue, par exemple, c'est la Advaita ou la Vedanta. Et ici, ce qu'ils font, c'est une transformation, une métamorphose de la conscience. Et ils créent ce qu'on s'appelle la paix intérieure, l'équanimité. En fait, nous, on pense que la paix, le bonheur, c'est le facteur à l'extérieur de nous. Par exemple, si je cherche le bonheur, peut-être je dois chercher dans quelque chose qui est lié à un lieu, une personne, un endroit. Donc, mon bonheur est dépendant. C'est bien, c'est très très bien d'avoir cette forme de bonheur. La vie est très belle. Oui, il a de belles endroits. Mais en fait, il a un paix qui ne dépend pas sur ces conditions-là. Qu'on ait besoin de notre société maintenant. Parce qu'on vit dans une société qui a tous ses besoins déjà.
mais ce qu'on manque, c'est la paix. On dit la paix, c'est pas une période entre les deux guerres. Oui, ce qu'on manque aussi, c'est notre histoire pour notre être humain. Est-ce que notre vie est juste, on est des individus qui vivent dans leur boîte? Moi, je suis dans ma boîte. Vous êtes dans votre boîte. Je pense que c'était la chère Pierre Rabhi, l'écologiste français, qui dit, quand il est venu en France de l'Algérie, il a travaillé dans une boîte toute la semaine quand il était jeune. Et dans le week-end, il sort en boîte. Et quand il retourne dans son appartement, il est dans une boîte. Et il dit, devinez quelle boîte il va se finir quand il est mort. On va nous mettre dans une autre boîte. Et la plus pire boîte qu'on vive, en fait, c'est cette boîte crânienne. Chacun de nous, on vit dans cette boîte très, très petite, qu'on se trompe pour la réalité. Et dans la méditation déconstructive, ça nous apprend petit à petit, c'est pour nous déconstruire. Mais avant de déconstruire, il faut construire. Hein? Je pense pour moi, c'est très important pour construire avant de déconstruire. Oui, on va pas jamais faire à l'inverse. Je pense que c'est une manière pas trop habile. Mais le moment que vous réalisez, par exemple, ces émotions sont pas moi. On a des émotions, j'ai des émotions, mais c'est pas moi. J'ai une liberté. J'ai des pensées, mais la pensée n'est pas moi. J'ai aussi une autre liberté. Oui. Et finalement, quand on veut vivre en paix, il faut apprendre à voir le monde dans une autre manière. Dans le zen, par exemple, il nous pose de koan, très classique, qui nous aide à aller vers cette contemplation. Et il y a un classique qui dit, quel est votre visage avant la naissance de votre parent? Quel est votre visage originel avant la naissance de votre parent? Donc ça, on s'appelle un koan, cette question qui va nous aider de cheminer vers notre véritable soi. Et on dit cette véritable, notre nature de Bouddha, on dit le Bouddha, il dit, c'est en dehors de notre identification, qu'on peut le voir. Souvent, moi, je dis une image très simple que j'essaie de montrer, parce que des fois, ça peut être très abstrait. Je dis, si je vous me présente, je peux dire, je suis date, je suis né au Vietnam, j'ai un passeport américain, voilà, j'étais prof d'anglais pendant 20 ans, j'ai 50 ans, et tout ça, c'est des caractéristiques. Je suis un homme aussi, mais quand je peux me déconstruire d'une façon très économe, bienveillante et compassionnée, je vois que je suis juste un être humain. Et dans la vision de la pénétrant, on commençait de voir la nature de la réalité, qui est libre de notre croyance, la croyance culturelle. Et c'est la liberté de l'esprit, si vous voulez. C'est la véritable liberté qu'on cherche depuis qu'on est né, depuis notre naissance. Et toute cette vague dans la voie du cœur, la voie que propose le maître Zen, cette vague, en fait, il englobe les uns les autres en façon très, on dit, fluide, très holistique. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On pratique pas une vague à la fois, mais on pratique tous les trois en même temps. Oui.
J'ai eu une petite coupure. Alors, je ne sais pas si tu en avais parlé, mais quand on avait préparé ce webinaire, tu m'avais parlé d'un terme pour la troisième vague qui m'avait beaucoup plu. Tu parlais d'inter-être. Tu en as parlé? Pas encore, mais juste pour présenter C'est la très beau par notion. rapport à cette troisième vague. Oui, dès qu'on entre dans la méditation de vision profonde, la vision pénétrante, on bascule à différents modes d'être. Au début, on est dans un mode, la plupart des humains, on est dans un mode de devenir, encore à l'avenir, hein, ou le passé. On veut devenir quelque chose. Dès que j'ai ce diplôme, je serai heureux. Dès que je suis avec cette personne, je serai heureux. Donc, on cherche un certain bonheur qui est pas dans l'instant présent. Mais et on est toujours dans ce processus de devenir. On est rarement content. Si on est content, c'est juste un petit moment, mais ce processus, il revient. Le deuxième mode, quand on est dans l'entraînement, on arrive de poser, on est dans le mode d'être. Oui, on est là. Oui, on est là, on est présent, on donne notre pleine présence. Et quand on entre dans la méditation de la vision profonde, on peut voir le monde comme un certain inter-être. On sort de la notion linéaire du temps. La façon que notre cerveau il fonctionne, le temps a un début et une fin. Mais dans le monde inter-être, c'est comme le monde de physique quantique, ça bouleverse l'esprit. Parce que c'est un autre monde qui existe maintenant, mais on ne le voit pas. Dans la physique quantique, on peut mesurer la molécule avec les instruments maintenant, mais l'inter-être, il faut, comme ça, d'exubérer, il dit, l'essentiel, on ne peut pas voir avec les yeux, parce que ça se passe à travers ce niveau-là, le cœur. Et ce monde d'inter-être, ça veut dire que c'est parce que, on peut dire, par exemple, un fleur est fait d'éléments non-fleurs, comme la terre, la pluie, le soleil, ma conscience, beaucoup de choses, l'espace, le temps. Et on dit en fait tout le cosmos est dans le fleur, si on peut le voir. Et on peut dire si j'enlève juste, par exemple, le nuage de la fleur, il peut pas se manifester. On sort de cette question linéaire de qu'est-ce qui est venu d'abord, l'œuf ou le poule? Oui, ça c'est la question de beaucoup de philosophes. Ils gaspillent beaucoup d'encre et de salive parce qu'ils se coincent dans la notion de linéaire de choses. Mais on voit dans cette vision, tout est en train de co-émerger ensemble. Et c'est une vision très beau de la réalité parce que grâce à toi, je suis là. Grâce à ma mère, je suis là. C'est une louange, une gratitude à la vie. Grâce au soleil, c'est pas quelque chose qui est seulement en dehors de moi, mais c'est en moi aussi. Parce que on est de poussière des étoiles, les êtres humains. On est né de la lumière, de poussière des étoiles. Et quand on contemple la vision profonde de cette manière, on entre dans une certaine matrix, on dit, Oui, de la grande compassion. On dit pourquoi je veux pratiquer cette voie, c'est pour arriver à la grande compassion. Ça veut dire que on veut soulager la souffrance des êtres vivants, on veut soulager notre propre souffrance, on veut être un certain instrument de l'amour au monde. On veut transformer notre souffrance aussi, parce que des fois ça nous bloque. Et c'est là que c'est pas cette forme d'approche, c'est pas une technique. Oui, on a tous le bon technique. C'est pas une méthode à vous vendre non plus. Mais c'est un moyen pour nous donner les conditions pour cultiver ces qualités de notre cœur que le maître zen, on dit, est indestructible.
Dès qu'on est lié à ce niveau, le plus grand cadeau on peut le donner dans la vie, c'est le non-peur. Quand Hmm. vous pouvez vivre votre vie sans peur, c'est le plus grand cadeau qu'on donne à l'humanité. Parce que maintenant, on est à la service au monde. Mais on va petit à petit, on va doucement. Je sais qu'il y a des gens, chacun on a beaucoup de souplesse, comment on peut explorer. Tu nous as partagé déjà beaucoup d'explications, Claudine, qui te parle de superbes explications. Effectivement, tu nous as bien détaillé en illustrant à chaque fois avec toujours le poème, ton témoignage, toujours voilà, des partages qui colorent bien tes explications. Et c'était plein de poésie. Je pense que ça a parlé à tout le monde, mais le cultiver les qualités de notre cœur, c'est très beau. Puis moi, cette notion d'intérêt que tu as amené, que tu as développée, elle me parle beaucoup, je la trouve très belle. Je trouve que c'est voilà, une notion qui est importante de remettre en lumière aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, alors vous pouvez poser vos questions à date, on prendra un moment à la fin de ce webinaire si vous avez voilà, des notions particulières ou des points plus particuliers à aller plus en profondeur. Mais en tout cas, si vous êtes désireux, Nathalie qui te dit, je suis complètement en phase avec tes mots, date. Formidable. Merci Nathalie pour ce partage. Donc, si vous êtes désireux d'aller plus loin dans cette pratique de la pleine conscience, de vous ouvrir plus à l'instant présent, au moment présent, tu le disais, mais aussi à la joie, à l'ouverture du cœur. Et puis, quelque part, tu nous l'expliquais, modifier, interagir avec notre environnement, avec notre entourage, au travers de nos pensées, au travers de nos actes, au travers de nos mots, ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Voilà, vous pouvez accéder à la formation, la masterclass, on va dire, que tu as proposée, qui est l'unique actuellement, qui met en avant ces trois vagues, cette troisième vague, enfin, ces trois vagues et cette troisième vague plus particulièrement, qui est peu mis en lumière. Tu peux nous en parler un petit peu de comment Oui, tu en l'as. fait, oui, c'est vraiment la seule formation qui existe qui inclut les trois vagues pour l'instant, parce que la cinquième vague, vu que c'est très peu étudié, seulement 5%, on a vu dans la méta-analyse, et c'est seulement dans le domaine de le monde de contemplation qu'on peut trouver cette troisième vague. Et c'est là que l'intérêt de la contemplative à la science de se rejoint, et ça donne cette bébé très unique que je pense avant Freud, il a jeté l'eau avec le bébé, et maintenant il faut mettre le bébé dans le bain, mais on trouve, prendre la belle chose qui est toute tradition et comme une fleur dans le jardin de l'humanité. Et on peut inspirer ce qui est beau parce que ce trésor, il est là et était perdu. Et je peux comprendre pourquoi, parce que notre l'humanité n'a pas été trop habile, responsable des fois avec le pouvoir. Et c'est là que l'intérêt de la contemplative, parce que c'est une expérience de la transformation de notre conscience, de notre cœur, qui nous protège en fait de beaucoup de choses. Oui, prendre soin de son esprit, ce que tu nous disais, rejeter la peur. Donc, si vous souhaitez aller plus loin avec cette masterclass, La Voix du cœur, je le rappelle, il y a 11 vidéos à l'intérieur, donc c'est 4h30 d'enseignement au travers des propos que tu nous as partagés ce soir. Il y a des exercices pratiques, il y a des méditations en MP3. Il y a des webinaires de soutien bimensuels organisés par le centre que tu as co-créé, les Cèdres Bleus. Il y a un accès également à un site privé. Et puis en cadeau, il y a un bonus en plus, un livret PDF à télécharger avec les principes de l'éveil. Il y a 92 conseils et des règles de vie pour l'éveil. Donc, vous avez cette offre de webinaire ce soir qui s'affiche actuellement à l'écran et qui est une offre spéciale à moins 40%. Donc, vous avez cette masterclass La Voix du Cœur à 97 € au lieu de 162 avec le code promo BBA. Voilà, vous avez l'offre qui s'affiche. Il y a un paiement possible en 2 fois et cette offre est disponible jusqu'à dimanche prochain. Si vous souhaitez aller encore plus loin avec les mots plein de douceur, plein de paix et plein d'amour que tu nous as partagé ce soir et qu'on va automatiquement retrouver dans les partages que tu as mis dans cette masterclass que tu as rédigée avec le cœur.
Il y Oui, a pas merci des plus Mathilde, forts que merci l'autre. pour avoir animé. On a un peu de temps, 2, 3 minutes qui restent Bien sûr, je pour peux. Il clore. y a Jade qui te dit, je crois que lorsque l'on se fait du bien, on fait du bien au monde. C'est très juste. C'est très juste. Alors Nicole qui nous dit, et inversement. Alors je ne sais pas à quoi vous faisiez référence, Nicole, mais peut-être vous pouvez nous préciser. Et Annick qui nous met, quel beau chemin d'évolution tu nous proposes. Et c'est vraiment passionnant de mettre enfin des mots sur mes ressentis. Gratitude. Je Très pense joli. que le maître zen vietnamien et le Bouddha, il nous propose, c'est une voie véritable. Comme dit, c'est pas une technique, c'est pas de méthode qu'on apprend. Et ça inclut beaucoup de choses parce que pour moi, méditer, c'est pas juste pour mettre dans un coin, dans une chambre toute seule. Ça, au début, c'est bien de s'entraîner dans cette manière. Mais ce qui est important, c'est la communauté aussi. Sans la communauté, on peut pas aller loin. Une goutte d'eau, s'il veut aller à l'océan, il faut qu'il se mette dans la rivière. Mais si la pluie, il tombe, il va pas voyager trop loin, le goutte de pluie. Et c'est, nous, on est le même. Il faut qu'on se regarde dans cette même direction de la conscience. Et pour moi, c'est très important maintenant parce que notre monde, par exemple, dans le centre à Harvard de Thich Nhat Hanh, de la santé publique, la pleine conscience, le but, c'est de déplorer cette pratique à tout niveau, à toutes les personnes, pour que ce soit disponible pour tout le monde. Et parce on se rend compte, par exemple, avec la santé, que trop souvent, ils constatent que le miracle de la science que nous essayons de mettre en avant pour améliorer la santé de la population sont limités par le coût et par le défi logistique. Mais la pleine conscience, il n'y a aucune de ces limitations qui n'applique à la pleine conscience. Il est accessible à tous, partout, quel que soit votre âge, votre race, votre sexe, votre antécédent, et même votre situation financière. C'est parce que c'est un entraînement qu'on fait des fois seul, des fois avec les autres. Et on voit le résultat tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre. Le Bouddha, il dit, cette méthode est bon au début, bon au milieu, bon à la fin. Donc pour moi, c'est le bon, très très bonne nouvelle. Et je veux juste vous partager la troisième vague parce qu'on n'est pas vu et on peut fêter la fin de cette webinaire. Tu veux clore avec un mot ou tu veux que je clore, Mathilde? Ah non, on peut terminer avec un exercice, c'était parfait. Je reviens simplement sur Nicole qui dit oui, elle rebondissait sur la phrase de Jade qui disait en faisant du bien au monde, on fait du bien à soi-même. Donc voilà, je trouvais joli de partager cela. Et je te laisse conclure. Et c'était très beau d'amener sur, c'est pas le résultat qui compte, c'est toujours ce chemin, être en processus. Et c'est ce que tu nous disais. Je te laisse terminer. Tu auras le petit bouton rouge sur lequel appuyer à la fin. Et je vais te D'accord. laisser terminer. Je vous souhaite une belle soirée à tous. C'était formidable de vous retrouver. À toi, Date. Et merci beaucoup pour ces partages. Oui, merci Mathilde, merci chers amis pour votre écoute et votre présence. La conscience, nous, chacun de nous, on est comme des Bouddhas et quand on s'éveille, l'image qu'on donne, c'est qu'on est comme des fleurs qui s'ouvrent et les abeilles, ils viennent naturellement. Donc, c'est pas un certain effort qu'on contribue dans cette manière, mais dans une certaine joie paisible. Donc, dans la formation, j'ai introduit la notion de la verset dans la tradition quand on utilise pour gérer notre pensée et nos intentions. Par exemple, il a un verset au matin, au lieu de se lever le matin et penser mille choses. Moi, je me lève et je me lève d'une manière très, quand je cultive ces deux vagues, la première et la deuxième, c'est en me réveillant, j'ai 24 heures à vivre et je souris à la vie. Et puisque je vis cette journée en regardant le monde avec les yeux de l'amour et de la compassion. Donc déjà, dès le matin, on est dans la pratique. On n'a pas besoin de marcher jusqu'à la salle de méditation. Et pour clore, c'est juste un autre verset, mais c'est en forme de chanson. Parce que la troisième vague, on n'est nulle part allé, rien à faire. Tout est là.
Donc, pourquoi chercher? Oui, la cherche termine ici et maintenant. Et c'est juste un petit chant pour nous aider, de nous rappeler qu'on est trop dans la course pour chercher les choses. Donc, ça s'appelle le bonheur, hein? C'est pour fêter l'été aussi. C'est le bonheur, c'est maintenant. Je le sais, tu me soucies. Nous pas aller, rien à faire. À présent, j'ai tout mon temps. Le bonheur, c'est maintenant. Je le sais, tu me soucies. Nous pas aller, rien à faire. À présent, j'ai tout mon temps. À présent, j'ai tout mon temps. C'est le bonheur, c'est maintenant, j'ai laissé tous mes soucis, nulle part où aller, rien à faire. À présent, j'ai tout mon temps. Donc, on peut chacun utiliser ça comme forme d'inspiration quand on est en train de chercher quelque chose. Merci infiniment. Merci. On va l'utiliser en mantra. Oui, c'est un mantra qui se répète et qui nous aide à rester centré sur l'intention. Merci infiniment pour ce partage, Adat. Merci infiniment. Merci pour vos retours, vos très jolis retours chaleureux. C'était formidable. On avait vécu un moment de connexion grâce à toi, Adat, et grâce à vous pour vos jolis partages. Merci beaucoup. Belle soirée, date. Très, très belle soirée à vous. Voilà, paix et amour, comme tu nous le dis et que tu aimes à le répéter. Bonne soirée, chers amis. Merci Mathilda, merci Big Buddha. Au revoir.